L'Est de Montréal a longtemps été le parent pauvre du développement, mais le vent tourne. C'est une phrase que j'ai lue dans les documents qu'on a devant nous et elle m'a vraiment interpellée. Oui, elle résume bien le sentiment général, je trouve. On a tous cette image de l'Est un peu laissée pour compte, tu sais. Aujourd'hui, on plonge dans un projet absolument colossal qui pourrait tout changer. Et on ne parle pas juste de construire une nouvelle ligne de transport. Non, non, c'est beaucoup plus large que ça. On parle de redessiner l'avenir économique et social de toute une partie de la métropole. Et pour décortiquer ça, on s'appuie sur une pile de documents assez dense, des analyses qui viennent de plateformes comme wikiresidence.ca et infodrone.ca. Ils ont vraiment fait un travail de moine pour tout compiler. Notre mission, donc, c'est de comprendre comment ce projet, le projet structurant de l'Est, le PSE, est bien plus qu'une histoire de rails et de stations. C'est un levier de revitalisation, un moteur économique, un vrai point de bascule. Bon, par où on commence pour attaquer ce monstre-là? Le plus simple, je pense, c'est de commencer par la base. Qu'est-ce que c'est, le PSE? En gros, il faut le voir comme le successeur du fameux projet de REM de l'Est. Celui qui a été abandonné. Exactement. Mais le changement crucial, là, c'est qui pilote le projet. Ce n'est plus la caisse de dépôt, c'est l'ARTM, l'autorité régionale de transport métropolitaine. Et ça change toute la philosophie du projet. En quoi ça change la philosophie? Un train, c'est un train, non? Pas tout à fait. La différence, elle est fondamentale. C'est l'insertion. On abandonne complètement la structure aérienne massive qui avait soulevé un tollé. Ah oui, tout le monde en parlait. L'idée, c'était d'éviter à tout prix ce que les critiques appelaient l'effet de muraille. Cette cicatrice de béton qui aurait coupé les quartiers en deux, là. D'accord. Là, on privilégie une insertion au sol. Pense à un genre de tram-train ou de métro léger. Quelque chose qui se fond dans la ville, qui la recoue au lieu de la diviser. Ok, donc on est plus dans la finesse que dans la force brute, si on veut. Et le tracé qu'on voit dans les plans, il est immense. Ah, il est majeur. On parle de 32 km, c'est ça? Ça part du centre-ville pour aller jusqu'à la pointe de l'île, à Pointe-aux-Trembles, et ça monte même vers le nord jusqu'au cégep Marie-Victorin. Ça redessine la carte de Montréal, littéralement. Ça restructure complètement la mobilité dans ce secteur. C'est un axe est-ouest et un axe nord-sud qui n'existait pas de cette façon. Et pour qu'on saisisse bien l'ampleur du truc, les chiffres. Ça donne le vertige. Le budget, c'est entre 10 et 13 milliards de dollars. C'est astronomique. On prévoit entre 100 000 et 130 000 personnes qui l'utiliseraient chaque jour. Par jour, oui. Et le potentiel immobilier, les documents parlent de plus de 30 000 nouvelles maisons ou appartements. C'est une ville dans la ville. C'est ça. Exactement. Mais ce qui ressort vraiment des textes, c'est que ces chiffres ne sont que la conséquence. Le vrai moteur du projet, son ADN, c'est sa dimension sociale. Et c'est là que ça devient intéressant. Quand on pense à un projet de 13 milliards, on pense temps de trajet, économie... Oui, le béton, les rails. Voilà. Mais les sources insistent énormément sur le social et même la santé publique. Quel est le lien entre un tracé de tramway et la santé des gens de l'Est? C'est le cœur de la nouvelle approche. Premièrement, le désenclavement. Pour des milliers de travailleurs, ça veut dire réduire de moitié, voire plus, un temps de trajet. Qui se fait en auto dans le trafic. Exactement. Ou dans des réseaux d'autobus compliqués. C'est du temps de vie qu'on redonne aux gens. Deuxièmement, la mixité sociale. C'est écrit noir sur blanc dans les plans RS. Obligation d'inclure des logements dits abordables dans les nouveaux projets. Donc une tentative d'éviter de juste construire pour les plus riches. On essaye. Et enfin, la santé publique. L'Est, c'est un secteur historiquement industriel, pollué. Offrir une alternative électrique performante à l'auto-solo, c'est vu comme un investissement direct dans la santé des poumons des résidents. C'est aussi simple que ça. Mais j'imagine qu'on ne construit pas 32 km de rails sans casser des œufs. Les textes parlent du défi de l'acceptabilité. Ça se traduit comment ça sur le terrain? C'est le point le plus sensible. Ça se traduit par des craintes. Des craintes très légitimes d'ailleurs. Le bruit, j'imagine. Le bruit d'un tramway, bien sûr, mais surtout les expropriations. Pour faire passer le projet, il va falloir élargir des artères majeures comme Sherbrooke ou Notre-Dame. Et ça veut dire que des gens, des commerces, vont devoir déménager. C'est un processus qui est toujours violent pour une communauté. Et pendant que les citoyens s'inquiètent, le marché, lui, n'attend pas. C'est un autre point qui m'a frappé. La spéculation est déjà là. Ah, elle est galopante. Un des documents utilise une expression très forte. Il parle de gentrification orchestrée. Ouf. Ça veut dire que la simple annonce du projet, avant même le premier coup de pelle, ça envoie un signal aux investisseurs. Les prix des propriétés dans des quartiers comme Mercier-Est, ils grimpent en flèche.
Le risque, c'est que les gens qui devaient en bénéficier, Se fasse pousser dehors par la hausse des loyers et des taxes. c'est tout le paradoxe. On veut revitaliser un quartier pour ses habitants, mais en faisant ça, on le rend trop cher pour eux. C'est une tension qui traverse tout le projet, on dirait. Et pour comprendre comment les planificateurs essaient de gérer ça, il faut voir que le PSE, ce n'est pas un projet qui flotte tout seul dans l'espace. Si on prend un peu de recul, on voit qu'il est la pièce maîtresse d'une vision beaucoup plus large. Ok, donc ce n'est pas juste une ligne sur une carte. Ce qui m'a surprise dans les documents, c'est de voir à quel point ce projet est en fait une clé qui déverrouille plein d'autres chantiers qui dormaient depuis des années. C'est bien ça, hein? C'est exactement ça. Le PSE, c'est le pilier du plan stratégique de la RTM et de la vision métropolitaine 2050. L'objectif est clair, 50% de déplacement durable. C'est ambitieux. Très. Et pour ça, il faut corriger le déséquilibre historique Est-Ouest. Et surtout, il faut créer un vrai maillage, pas juste un corridor. Le tracé est pensé pour se connecter au futur prolongement de la ligne bleue et à la ligne verte, tout en venant soulager la ligne orange. Qui est toujours au bord de l'asphyxie. Constamment. Et c'est cet effet de maillage qui crée l'effet domino. L'exemple de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont est parfait pour illustrer ça. Tout à fait. On parle d'une modernisation de plusieurs milliards pour l'hôpital. Les sources sont claires. Le succès de cette modernisation dépend d'un accès facile pour le personnel et les patients. Le PSE devient donc une condition essentielle pour que ça marche. C'est ça. Le projet en débloque un autre. Et il y a aussi la rue Notre-Dame, cette fameuse artère dont on parle de la refaire depuis 30 ans? C'est un projet qui traînait depuis des décennies. Maintenant, sa réflexion est jumelée à l'implantation des rails. Le transport devient le prétexte ou le moteur qui force enfin la réalisation d'une autre infrastructure. Et on ne pense pas tout de suite à ça, mais ça touche même l'éducation. J'ai été surprise de lire que le cégep Marie-Victorin est un enjeu central. Oui, on l'oublie souvent, mais il était très mal desservi. On imagine un train pour des travailleurs, mais là, on parle de changer l'avenir d'un cégep qui était littéralement isolé. Exactement. En le connectant au reste du réseau, on lui permet d'augmenter sa capacité d'accueil et aussi d'élargir son bassin de recrutement à toute la métropole. C'est un changement de ligue pour eux. Et ça va jusqu'aux projets résidentiels comme l'écoquartier Louvain-Est. Eux, ils comptent sur le PSE pour justifier de construire moins de stationnements. C'est fascinant de voir comment tout est lié. Et ça nous amène à un point de philosophie qui différencie vraiment le PSE du projet de REM précédent. Le REM, il était souvent perçu comme un corps étranger, un projet privé plaqué sur la ville. Oui, c'est l'image qu'on en avait. Ce qui ressort des textes, c'est que le PSE, lui, est conçu pour être intégré au plan d'urbanisme de la ville. Les parcs, les écoles, les logements sociaux, les emplois, tout est pensé avec le transport, et non pas juste autour du transport. C'est une nuance qui change tout. Et ce qui est fou, c'est que ça va encore plus loin. Les documents parlent de se servir des rails pour carrément réintroduire la nature en ville. Oui, il y a un objectif de créer des corridors de biodiversité le long des infrastructures. Le Grand Parc de l'Est, c'est un bon exemple. L'idée, c'est de profiter du chantier pour verdir des zones très industrielles, très minéralisées. On a parlé de social, d'urbanisme, de santé, mais le volet économique est peut-être le plus spectaculaire. Les documents lient directement le PSE à la création des toutes nouvelles zones économiques, la 40-0. Ah oui, là on change de dimension. C'est presque comme si le train n'était que le moyen pour arriver à cette fin. C'est fascinant, parce que ça montre le transport public non pas comme une dépense, mais comme un investissement stratégique pour créer une nouvelle économie. Alors c'est quoi cette zone 40 net 0 ? C'est un territoire immense, plus de 10 millions de pieds carrés, près de l'échangeur 40-25. Sa vocation est très précise. L'économie verte, technologie de décarbonation, logistique intelligente, matériaux écologiques. On veut transformer des terrains industriels sous-utilisés, parfois contaminés, en pôles technologiques. Et les documents sont catégoriques. Sans le PSE, ce projet, c'est une coquille vide. Pourquoi est-il si indispensable ? Pour 3 raisons. La première, c'est l'attraction des talents. Pour attirer des chercheurs, des ingénieurs de pointe, il faut qu'ils puissent se rendre là facilement. Sans voiture. L'idée d'aller travailler dans une zone verte en passant 1 heure dans le trafic, ça ne marche pas. C'est un non-sens. C'est une question de crédibilité. La deuxième raison, c'est de créer un milieu de vie. Le PSE permet de revoir le zonage pour y mettre du logement, des commerces. On veut y appliquer le modèle du quartier de 15 minutes. Un pari audacieux. On a l'image de ces secteurs avec des camions, des entrepôts. C'est une transformation totale. Et la troisième raison, c'est la cohérence écologique. La zone vise le net zéro. Ça devient une farce si les 20 000 futurs travailleurs doivent tous s'y rendre en char à essence. C'est logique. Et les chiffres de retombées, 3,5 milliards de dollars d'investissement privé, jusqu'à 22 000 emplois,
Est-ce qu'on explique comment on arrive à ça? On se base sur des modèles similaires ailleurs, mais aussi sur l'intérêt déjà manifesté par des entreprises. Et l'indicateur le plus tangible, c'est que le marché y croit. La valeur des terrains là-bas a déjà bondi de 15 à 25%. L'anticipation est déjà là. Complètement. On assiste donc à une tentative de réinventer l'Est, de le faire passer de moteur industriel polluant du XXe siècle à moteur de l'économie verte du XXIe. C'est exactement ça. C'est ce que les urbanistes appellent du Transit Oriented Development industriel. Ce n'est plus juste construire des condos près d'un métro, c'est construire l'avenir du travail près d'un rail électrique. C'est une vision incroyablement ambitieuse et complexe. En résumé, ce qui se dégage de toutes ces sources, c'est que le PSE est bien plus qu'une ligne de transport. C'est un projet de société. Il essaye de tisser ensemble la mobilité, la santé, l'éducation, l'environnement et l'économie. C'est une tentative de corriger des décennies de déséquilibre et de préparer l'Est à un avenir décarboné. Et en refermant tous ces documents, je reste avec une grande question. Une tension qui est présente sur presque toutes les pages. D'un côté, on lit des mots comme logement abordable, mixité sociale, désenclavement. Des objectifs très louables. Oui, et de l'autre, les mêmes textes nous parlent de gentrification orchestrée, de spéculation immobilière, d'une valeur des terrains qui explose. C'est le cœur du défi tout grand projet urbain aujourd'hui. La revitalisation attire le capital. Et le capital, il transforme inévitablement un quartier. Exactement. Alors, la question que ça laisse en suspens, c'est celle-ci. Comment une ville peut-elle piloter une transformation de 13 milliards de dollars qui vise à améliorer la vie des gens tout en s'assurant que les communautés qui y vivent déjà en soient les vrais bénéficiaires et non les premières victimes? C'est la question à 1 million, ou plutôt à 13 milliards. Autrement dit, comment on s'assure que le projet qui est censé briser l'isolement géographique ne finisse pas par créer un nouvel isolement, cette fois-ci économique?